Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Mobilisation lycéenne pour réclamer le retour des élèves étrangers expulsés, dont la collégienne Leonarda, essentiellement à Paris, mais aussi dans quelques villes de province. Les manifestants ont scandé non aux expulsions, certains appelant à la démission du ministre de l'Intérieur. Un nouveau rassemblement est prévu demain. Alors ce mouvement peut-il inquiéter le gouvernement? Invité politique ce soir pour en parler, l'ancien ministre et actuel sénateur du territoire de Belfort, Jean-Pierre Chevènement, tout à l'heure. Jean-François Copé pointe du doigt la responsabilité du chef de l'État dans la montée de l'extrême droite. « J'accuse François Hollande de favoriser le Front National », a lancé le président de l'UMP, dénonçant ce qu'il appelle le FNPS. Attaquer le gouvernement donc et éviter soigneusement de dresser un bilan des années Sarkozy. Tel était le programme de la convention organisée aujourd'hui au siège de l'UMP. Les détails à suivre. Et puis dès les premiers échanges, la tension est très vite montée d'un cran entre les deux rivaux à la primaire socialiste marseillaise. C'était le dernier débat entre Samia Ghali et Patrick Mennucci. Et l'affrontement a bien eu lieu. Charges, petites piques et violentes attaques, extraits dans ce journal. Et notez-le, rediffusion de l'intégralité du débat à 22h30 tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie. Le gouvernement doit-il s'inquiéter de la tournure que prend l'affaire dite Leonarda? Difficile à dire pour le moment, mais les quelques milliers de lycéens qui sont descendus dans la rue aujourd'hui pour soutenir leurs camarades expulsés ont déjà prévu de se rassembler demain et ils seront rejoints par des responsables politiques de gauche, dont Jean-Luc Mélenchon. Retour sur cette journée mouvementée avec Jérôme Rabier. 2500 selon la police, 7500 pour les organisateurs. Et un constat, les lycéens parisiens se sont mobilisés en nombre pour exprimer leur colère après l'expulsion d'un de leurs camarades de nationalité arménienne ce week-end. Toute la journée, ils ont arpenté les rues de la capitale pour crier leur opposition aux expulsions d'élèves scolarisés. Et ils comptent bien inscrire leur mouvement dans la durée. Quand on voit comment Leonarda dans le Doubs a été expulsée, c'est vraiment honteux. Et là, aujourd'hui, on est vraiment tous dans la rue pour montrer notre indignation. Les mobilisations, elles ne s'arrêteront pas tant que les deux lycéens ne seront pas revenus sur Paris. Même si il faut qu'on les continue après les vacances, on les continuera parce qu'on n'acceptera jamais que deux de nos potes se fassent expulser. Leur cible préférée, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, responsable à leurs yeux de ces expulsions. Les slogans réclamant sa démission et les autocollants distribués par le Front de gauche ont la cote dans le cortège. Et pour les militants de longue date venus soutenir ces jeunes manifestants, difficile d'accepter que ces expulsions soient effectuées par un ministre de gauche. Si ce sont les valeurs de gauche, alors je ne suis plus de gauche, mais je suis d'où? Je ne sais pas. Et de parler de République, mais alors, où elle est sa République? C'est pas la mienne. Égalité, liberté, fraternité, où sont ces mots? Ils sont vides. Il les a vidés. L'humeur bon enfant de la journée aura à peine été écornée par de rares échauffourées avec les forces de l'ordre à la fin du défilé. À 2 jours des vacances, pas question pour eux de renoncer. Rendez-vous est pris pour demain, place de la Bastille, pour continuer de se mobiliser. Et nous reviendrons sur cette actualité tout à l'heure avec notre invité politique, l'ancien ministre et sénateur Jean-Pierre Chevènement. Faire ou ne pas faire l'inventaire des années Sarkozy, la question a été rapidement tranchée par le président de l'UMP qui a soigneusement évité le sujet aujourd'hui lors d'une convention au siège du parti. Jean-François Copé s'est contenté d'exprimer quelques regrets, par exemple sur la non-suppression des 35 heures par la droite, mais l'introspection s'est arrêtée là et l'exercice s'est vite transformé en violente charge contre François Hollande, accusé de favoriser le Front National. On écoute le président de l'UMP. Un souci avec ce sonore que nous écouterons tout à l'heure, donc du président de l'UMP, Jean-François Copé, qui accuse donc François Hollande de favoriser le Front National. Dans l'actualité, la crèche Baby Lou revient dans l'actualité justement, cette crèche de Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines, devenue le symbole des discordes autour de l'application d'une stricte laïcité après le licenciement, je vous le rappelle, d'une responsable qui refusait de retirer son voile. L'affaire a fait l'objet d'un nouveau procès ce jeudi devant la Cour d'appel de Paris. Partisans de la laïcité et de la liberté religieuse se sont de nouveau affrontés en attendant l'arrêt de la Cour qui sera rendu le 27 novembre prochain. On voit tout cela avec Cécile Sixou.
Finalement, il faudra encore attendre. La Cour d'appel de Paris ne rendra son jugement sur l'affaire Babylou que le 27 novembre. Sage décision pour la sénatrice communiste Isabelle Pasquet. Je crois qu'il faut dépassionner le débat. Il faut regarder, discuter, attendre que chacun se prononce et donne son avis et que, que la décision soit prise le plus sereinement possible. Le feuilleton judiciaire dure pourtant depuis 2008, depuis le renvoi d'une employée voilée de la crèche. Elle porte l'affaire devant les tribunaux qui la déboutent à 2 reprises. En mars dernier, premier rebondissement, la Cour de cassation annule le licenciement. Aujourd'hui, l'affaire revient devant la Cour d'appel de Paris, mais son jugement est repoussé. Un parcours trop long pour la sénatrice RDSE, Françoise Laborde. Je suis très déçue que leur marathon soit prolongé de façon aussi longue, parce que c'est une usure du personnel, c'est une usure de tous, pour arriver à un résultat que j'espère positif pour la République. D'ailleurs, à la sortie de l'audience, la directrice de la crèche a déjà pris sa décision. Son établissement fermera à la fin de l'année. Les conditions ne sont plus réunies pour travailler dans le calme et la sérénité. Il y a des pressions, il y a des menaces, il y a de l'harcèlement au quotidien. Donc l'équipe et notre conseil d'administration a décidé de fermer les portes au 31 décembre. Rien n'est encore confirmé, mais la crèche pourrait déménager à Conflans-Sainte-Honorine. Dès les premiers échanges, la tension est très vite montée d'un cran entre les 2 rivaux à la primaire socialiste marseillaise. C'était le dernier débat entre Samia Ghali et Patrick Mennucci et l'affrontement a bien eu lieu. Charges, petites piques et violentes attaques. Vous pourrez suivre l'intégralité du débat après ce journal à 22h30. Mais déjà, regardez un extrait. C'est pas finalement ces ralliements de petits arrangements parisiens. Oui, de petits arrangements parisiens, de couloirs Matignon ou de bureaux parisiens. Vous pensez vraiment que Matignon est derrière ou pas? Oui, d'ailleurs Eugène Caselli s'en est pas caché. Il a dit qu'il avait eu un coup de fil, un échange téléphonique avec le cabinet de Jean-Marc Ayrault, je le constate. Les Marseillais sont en train de voir que finalement ceux qui l'ont expliqué pendant des mois et des mois qu'ils étaient des anti-systèmes, anti-magouilles, anti-discussions entre amis, c'est ceux qui sont en train de les pratiquer aujourd'hui. Et je regrette, et je le regrette profondément, que Samia abaisse la primaire parce que c'était une réussite, et ça le sera d'ailleurs dimanche prochain. Parce que là, nous sommes dans le débat. Moi, ce qui m'intéresse, je le dis, c'est les propositions que nous faisons aux Marseillais, la capacité que nous allons avoir dimanche soir à nous rassembler, parce que moi, je n'oublie pas une chose. Mon adversaire, c'est aucun de ceux qui a été candidat, ni Christophe Masse qui n'a pas pris position et qui a fait une excellente campagne, ni Maria-Arlette Carlotti qui a fait aussi une bonne campagne, ni le président Calzelli, ni Henri Gibrayel et ni Samia Ghali. Mon adversaire, c'est Jean-Claude Gaudin et le Front National. La suite du 22h et nous allons nous arrêter à présent dans ce journal sur ceux qui entreprennent, qui ont des projets et qui les mènent à terme. C'est le cas, vous allez le voir, des lauréats l'an passé du concours Talents des Cités. C'est un projet collectif porté par 5 amis qui font de la formation et de la prévention sécurité en entreprise. Alors concrètement, ils vérifient les normes de sécurité, ils forment les salariés aux premiers gestes de secours. Leur entreprise et leur dynamisme ont été récompensés. Mounir Souci les a rencontrés pour nous. Regardez. Depuis janvier, leur société a pris un nouvel élan. À la tête d'une entreprise de formation et prévention pour la sécurité en entreprise, Thibaut et Riyad ont intégré leur nouveau bureau l'hiver dernier dans la ville qui les a vus grandir. C'est ici qu'on habite, donc pour nous c'était indispensable d'implanter notre entreprise au sein de notre ville, donc le Blanc-Minier, pour pouvoir montrer aux jeunes aussi que pas parce qu'on vient de Blanc-Minier qu'on ne peut pas s'en sortir et qu'on ne peut pas monter son entreprise. Ils sont 5 à s'impliquer dans le développement de l'entreprise, mais pour l'instant, un seul touche un salaire. Les autres ont conservé leur emploi en attendant le décollage de l'activité. Ils sont déjà en contact avec de grandes entreprises, forts de la reconnaissance du jury de Talents des Cités. Le prix Talents des Cités, c'est ce qui nous a ouvert toutes les portes. C'est-à-dire que sans ce déclic Talents des Cités, je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile, voire impossible. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Riyad? Ouais, d'ouvrir l'entreprise. Ça aurait été quasiment impossible. Sans ce prix-là, jamais on aurait pu de nous-mêmes monter notre société aussi rapidement en tout cas.
Très présents sur le terrain associatif, ils développent des partenariats bénévoles et se donnent 3 ans pour vivre de leur projet. Une stratégie à long terme, car ils sont conscients que le succès se construira pas à pas. Voilà, et j'ajoute que l'édition 2013 des Talents des Cités se déroulera ce samedi au Sénat. Vous pourrez la suivre en direct à partir de 11 h sur notre antenne. On va revenir à présent sur l'affaire devenue feuilleton autour de la collégienne Leonarda, tandis que quelques milliers de lycéens sont descendus dans la rue pour soutenir leurs camarades expulsés. Le ministre de l'Intérieur, en déplacement dans les Antilles, s'est exprimé sur le sujet, rappelant qu'il a lui-même commandé l'enquête administrative et insistant sur son entente avec Jean-Marc Ayrault. On écoute Manuel Valls. Moi je n'exclus rien, à partir du moment où j'ai demandé moi-même une inspection générale, c'est pour me faire un point là-dessus le plus vite possible et avec la méthode nécessaire. Et quand nous aurons les résultats de cette inspection, nous pourrons répondre à votre question. Mais entre Jean-Marc Ayrault et moi, vous ne trouverez pas la moindre différence, c'est normal. Et sur ce sujet, j'ajoute à l'instant la réaction de l'Élysée, qui réagit sur l'affaire Leonarda. Les instructions ministérielles pourraient être précisées pour sanctuariser non seulement l'école, mais aussi le temps de la vie scolaire si le rapport d'enquête le recommandait. Voici donc la réaction de l'Élysée à l'instant. Nos invités ce soir, invité politique, l'ancien ministre et actuel sénateur du territoire de Belfort, président d'honneur du MRC, Jean-Pierre Chevènement. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes aussi l'auteur de ce livre, 1914-2014, l'Europe sortie de l'histoire, point d'interrogation, chez Fayard, dont on va parler en détail. Avec nous également Stéphane Rosès. Bonsoir. Bonsoir. Professeur à Sciences Po et président de CAP. Et notre chroniqueur, Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. D'abord Jean-Pierre Chevènement, l'actualité, c'est quelques milliers de lycéens qui se sont mobilisés pour leurs camarades aujourd'hui. Un autre rassemblement est prévu demain. Les lycéens, les jeunes dans la rue, c'est toujours à surveiller de près par un gouvernement. Ça peut faire tache d'huile. Vous savez, un gouvernement a aussi le devoir d'exercer une certaine pédagogie. Et je pense que le devoir de l'État aujourd'hui, c'est d'être pédagogue. Il n'y a aucun pays au monde que je connaisse qui n'ait pas une législation sur le séjour. Tout pays a le droit de dire qui est admis à venir résider régulièrement sur son sol ou pas. En France, il y a une loi. La première des valeurs républicaines, c'est le respect de la loi. Et je pense que le Parti socialiste ne doit pas faire comme si depuis 10 ans il ne s'était pas passé un certain nombre de choses, et même avant. J'ai été ministre de l'Intérieur, j'ai régularisé sur critères d'intégration un certain nombre d'immigrés, mais je n'ai pas régularisé les autres. Et je pense que, en l'occurrence, il faut attendre les résultats du rapport, mais on sait déjà que le père kosovar avait une famille qui était née en Italie. Il a fait 2 demandes d'asile qui ont été rejetées. Il y a eu un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière contre lequel il a formé un recours devant le tribunal administratif, rejeté, appel. Tout ça prend un peu plus de 4 ans. Donc on se pose quand même la question de savoir s'il ne faudrait pas un peu raccourcir les délais. Parce que, évidemment, ça crée une situation qui émeut, en tout cas individuelle, mérite en effet une certaine empathie, je le comprends très bien. Empathie, oui, mais est-ce que vous jugez, maintenant on a passé un peu plus le temps de l'émotion, est-ce que vous jugez qu'il y a eu des réactions quasi, des indignations presque hystériques? Je pense que le réseau Éducation sans frontières a des thèses que, en principe, un parti de gouvernement ne peut pas partager. Ça n'empêche pas certains socialistes de manifester régulièrement avec eux depuis longtemps. Et ils sont imprégnés par manque de réflexion, je veux le croire, de ces thèses. Donc il me semble qu'on a toujours tort de spéculer sur la naïveté, sur le bon cœur d'un certain nombre de gens. Et ceux qui manipulent ne sont pas des innocents souvent. Je pense que qui manipule quand vous voyez ces manifestations de lycéens aujourd'hui? Qui manipule selon vous? Écoutez, j'ai vu le réseau Éducation sans frontières. C'est une théorie. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de nation, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'opposabilité de l'emploi. Il y a 3 200 000 chômeurs, mais ça ne fait rien. On est prêt à accueillir qui voudra venir s'installer. Et puis je vois la FIDL
qui est la fédération des lycéens, dont l'un des dirigeants, M. Steven Nassiri, déclare « C'est inadmissible que sous un gouvernement de gauche, on doive montrer ses papiers pour entrer au lycée. » C'est absurde. On n'a jamais demandé les papiers à personne pour entrer non seulement au lycée, mais au collège, à l'école. L'inscription, elle est de droit. Il n'y a aucune vérification. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a une dramatisation, une manipulation de cette affaire? En l'occurrence, je pense que c'est la mère elle-même qui avait demandé que sa fille rejoigne la famille. Donc il y a effectivement un autobus qui a été arrêté, mais la police n'est pas montée à l'intérieur de l'autobus. Ça s'est passé. J'ai cité tout à l'heure la réaction de l'Élysée, qui est arrivée ce soir. Il dit que les instructions ministérielles pourraient être précisées pour sanctuariser non seulement l'école, mais aussi le temps de la vie scolaire. C'est-à-dire qu'on viserait donc cette sortie aussi scolaire en bus, éventuellement. Écoutez, ça, c'est inconditionnel. Moi, je vous parle à l'indicatif du présent. Je pense que, comme disait Jaurès, le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. Et je refuse la loi du mensonge triomphant. Et nous attendrons donc les conclusions de l'enquête. Alors nos regards se tournent aussi vers l'Europe et Bruxelles. La Commission européenne travaille actuellement, et je dirais même discrètement, à un futur élargissement de l'Union. Peut-être avez-vous lu l'article dans Le Monde ce soir. À quelques mois des européennes, le sujet est sensible et Bruxelles veut engager des discussions avec la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, le Kosovo, justement. Est-ce que c'est le bon moment? Et pourquoi pas la Serbie? Et j'allais ajouter la Serbie, tout à fait. Oui, c'est envisagé aussi. Il ne faudrait pas les oublier, parce que j'ai fait un livre sur 1914-2014. En 1914, la Serbie, elle joue un certain rôle, et c'est une alliée de la France. Son armée se bat avec héroïsme tout au long de cette Première Guerre mondiale. Avec donc il ne faut pas oublier, la Serbie. Mais écoutez, de toute façon, je pense qu'il faut réouvrir le dossier européen, rebattre les cartes. Il y a une Europe à 28 qui peut passer maintenant à 32, 33, 35, etc. Mais c'est déjà ingérable. Donc il faut penser l'Europe autrement avec les nations, avec des politiques claires sur des grands sujets, et puis il faut faire une Europe qui aille du Maghreb à la Russie, pour que nous mettions ensemble un certain nombre de choses très importantes, et que pour le reste, on laisse les nations décider. Alors si j'ai parlé de l'Europe, c'est pour arriver à votre livre, Jean-Pierre Chevènement. Je vais aussi laisser la parole à Stéphane Rosès et Jean-Louis Gombault. Alors justement, on va à présent sortir de l'immédiateté pour tenter d'avoir une vue longue dans l'histoire. C'est ce que vous présentez dans ce livre, une sorte de continuum entre deux périodes. Vous comparez l'avant 1914 avec la période que nous vivons. Deux mondialisations, dites-vous. Quels sont les points communs? Deux mondialisations libérales, l'une sous égide britannique, qui commence avec le traité de libre-échange Cobden-Chevalier, c'est l'époque du Second Empire, et qui se termine avec la guerre de 14. Alors c'est évidemment très inquiétant, parce que la deuxième mondialisation, c'est la mondialisation américaine, qui culmine autour de l'an 2000, et nous voyons bien que comme dans la première mondialisation, on a vu la montée de l'Allemagne impériale, qui était ressentie comme menaçante par l'Empire britannique. De la même manière, dans la deuxième mondialisation, on voit la montée de la Chine, dont le produit national brut, avant 2020, aura rejoint celui des États-Unis. Donc il faut être extrêmement prudent, regarder comment ça s'est passé, et je montre que l'Allemagne, qui a fait un décollage formidable à la fin du 19e siècle, énorme, oui, une puissance éclatante. Une puissance remarquable qui laissait loin derrière elle, bien sûr la France, mais aussi la Grande-Bretagne. L'Allemagne a déclenché une guerre préventive, enfin ses dirigeants, pas le peuple allemand, qui se croyait bien sûr. Cette guerre préventive, elle a été théorisée il n'y a pas si longtemps que cela par le président Bush au moment de l'invasion de l'Irak. Donc il faut faire attention à ce qui peut se passer maintenant entre les États-Unis et la Chine. Regardons du côté de la mer de Chine. Tout cela est évidemment très inquiétant. Oui, des continuités dans l'histoire. Justement, Jean-Louis Gombault là-dessus. Alors justement, sur ce que vous venez de dire à l'instant, vous dire l'Allemagne déclenche une guerre préventive. On va célébrer le 100e anniversaire. Tenez-vous, l'Allemagne responsable de la guerre de 14-18. Parce que c'est très important cette question, parce qu'aujourd'hui on la tient responsable de la crise qui règne actuellement en Europe. Donc l'Allemagne est toujours le bouc émissaire et la responsable. Alors moi je ne dis pas ça. Permettez, l'histoire a une vérité, c'est une science qui tend à l'objectivité. Le plan Schlieffen,
qui visait à l'invasion de la France par la Belgique, par le viol de la neutralité belge. C'est pas une invention, c'était une réalité. Il dormait dans les cartons de l'état-major impérial depuis 1905 et même un peu avant. Donc l'Allemagne ne veut pas se battre sur deux fronts. Elle veut abattre la France en 6 semaines, en 1914. Elle n'y parviendra pas, car il y a une offensive russe en Prusse orientale, la bataille de Tannenberg, etc., qui soulage le front français de plusieurs divisions allemandes. Bon, alors, rappeler ça, ça peut paraître anecdotique, non, mais c'est important de le rappeler, parce que, naturellement, on voit que il peut y avoir dans la vie internationale des initiatives tout à fait inappropriées. Moi, je ne dis pas que les dirigeants allemands eux-mêmes, ils avaient l'idée de la manière dont ça allait finir en 1945. Je vais laisser la parole à Stéphane Rosas. J'ai une question qui m'a été inspirée, pour tout dire, par Jean-Luc Gombault tout à l'heure, avant d'entrer sur ce plateau. Et on va voir votre livre, la préface. On voit alors les différentes photos historiques et puis actuelles. On voit Angela Merkel, on voit Barack Obama, on voit le président des Chinois. Et qui ne voit-on pas? Ben, le président français, François Hollande. Parce que, oui, allez, il faut se justifier. Ma théorie est celle de l'hégémone, de la puissance hégémonique, qui fixe les règles du jeu. C'est un marché libéral, mais quand même les règles, elles sont fixées par un patron. Ce patron, c'est l'Empire britannique, jusqu'à 1914. Et cela depuis longtemps, depuis Waterloo, Trafalgar, etc. Et puis, il est menacé. Et quand la Belgique est envahie, il décide d'entrer dans la guerre, parce qu'il ne peut pas accepter que l'Europe tout entière passe sous le contrôle allemand. Pas plus qu'il l'avait accepté au temps de Napoléon. C'est très simple. Donc on a une explication qui est bien meilleure que celle de Lénine, si j'ose dire, de la Première Guerre mondiale. Et aujourd'hui, la question qui se pose, c'est vers quoi allons-nous avec, bien sûr, la montée de la Chine, des émergents, parce qu'à l'intérieur de la mondialisation, il y a une modification de l'équilibre des puissances, et on voit le déclin de l'Europe. Et mon livre est aussi une réflexion sur le déclin des nations européennes, alors que les nations émergentes sont sûres d'elles-mêmes, conquérantes. Les nations européennes filent doux, rasent les murs. On leur a en quelque sorte demandé de renoncer à leur souveraineté. Vous ne répondez pas à la question de Sonia. Quelle est-elle? Pourquoi y a-t-il Clémenceau? Il y a Merkel, et pourquoi il n'y a pas Hollande? Parce que nous n'avons jamais été patrons, c'est ce que... Voilà, c'est-à-dire que Clémenceau joue un rôle quand même décisif dans la Première Guerre mondiale. Et Merkel. Même si la France n'est pas concurrente pour l'hégémonie, c'est quand même l'armée française qui subit le poids principal, et c'est la France qui fera les plus grands sacrifices rapportés au nombre d'habitants. Donc aujourd'hui, Merkel est en position dominante en Europe, en position décisionnaire, mais ça tient aussi aux qualités du peuple allemand. Non, mais le peuple allemand a des qualités, et je dirais qu'il y a un trend continu. Il faut voir aussi les continuités. Il y a pas les ruptures dans l'histoire. C'était il n'y a pas que des ruptures. Un historien américain qui le disait. C'est un historien britannique, je crois, Tony Youde, qui a dit qu'il fallait s'attacher aux continuités plus qu'aux choses uniques. Et je termine, si on voit Obama et Xi Jinping, c'est parce qu'effectivement le problème il se joue aujourd'hui entre la Chine et l'Amérique. Stéphane Rosas. Alors au sein de l'Europe, Monsieur Chevènement, il y a peut-être quand même sur la question de l'Allemagne et de la puissance allemande quand même un trait de l'histoire récente qui est qu'on a le sentiment que la nation allemande, après la réunification, est dans une sorte de stop and go, c'est-à-dire elle a une hégémonie sans doute économique au cœur de l'Europe et sans doute pèse-t-elle de façon décisive dans les grandes décisions économiques européennes, et en même temps, on sent qu'elle est tétanisée par la difficulté d'assumer politiquement son hégémonie économique, justement pour des raisons historiques. Il a été rapporté que le président, par exemple allemand, avait dit à Jean-Marc Ayrault, après l'intervention au Mali, on voit que vous êtes une grande nation. Et donc, est-ce que justement un des blocages de l'Europe ne vient pas justement du fait que la principale puissance économique, l'Allemagne, presque hégémonique, ne peut pas tirer parti politiquement de sa situation? Est-ce que du coup, paradoxalement, ça ne laisse pas un petit espace à la France pour proposer
une sorte de bargaining une fois la coalition mise en place. La réponse vous de Jean-Pierre anticipez un peu Chevènement. sur Oui. mon livre, parce que je montre la contradiction allemande qui fait de plus en plus ses excédents hors Union européenne. Donc elle a conquis depuis longtemps une position prépondérante sur la zone euro et sur l'Union européenne, mais maintenant 74% de son excédent commercial se fait sur les pays émergents. Hein, l'Allemagne est le seul pays excédentaire en Europe sur la Chine. Donc l'Allemagne a une position de très grande puissance économique, elle est au cœur de l'Europe, mais en même temps elle n'est pas une puissance politique et militaire, elle n'a pas de projet autre que de faire l'impasse sur les risques potentiels. Donc voilà, c'est une espèce de grande Vous êtes Suisse. d'accord avec Daniel Cohn-Bendit qui disait finalement les Allemands demandent qu'on leur foute la paix? C'est un peu vrai, sauf qu'on ne peut pas raisonner comme ça, et que l'Allemagne est quand même au cœur de l'Europe, qu'elle ne peut pas se dissocier complètement du sort de l'Europe, qui est affrontée à des problèmes en Afrique, en Méditerranée, combien, qui sont des problèmes qui montent. Hein. Alors comment allons-nous réagir ensemble? Il faut rebattre les cartes de cette Europe, et c'est ce que je propose. Il est temps avant les élections européennes. Hein. Eh bien quand voilà, on lit les sondages, voilà, on verra s'il est possible d'avoir un débat sérieux à l'occasion des élections européennes ou dans la suite des temps, parce qu'il faudra bien que par rapport à la Chine et aux États-Unis, les peuples européens s'organisent. Sur ce point, et c'est ce que je préconise. Sur ce point, justement, est-ce que vous pensez que la Chine serait l'Allemagne de notre époque, c'est-à-dire en 1914? Le problème de l'Allemagne, c'est tout simplement d'exister. Et parce que quand vous accusez l'Allemagne, vous dites que c'est l'Allemagne qui est responsable, qui déclenche la guerre, en réalité, elle est encerclée et on l'empêche de se développer. Est-ce que la Chine ne pose pas le même problème que l'Allemagne à l'époque? Vous développez une thèse allemande absurde. Excusez-moi de vous le dire, car l'encerclement de l'Allemagne, c'était le prétexte allégué par les dirigeants du Second Reich, par Bethmann Hollweg, Guillaume II, l'état-major allemand, pour envahir la Belgique, régler son compte à la France en 6 semaines, se retourner sur la Russie. Voilà, hein. donc le plan du pan-germanisme, c'était, enfin l'un des plans, parce qu'il y en avait deux, c'était de conquérir un empire en Europe même. Plusieurs théories sur ce plateau. Pardon, Jean-Pierre Chevènement, on arrive, mais bien sûr. Mais je veux dire à M. Gombault qu'on ne peut pas comparer les deux périodes. Elles sont tout à fait différentes. Et il faut bien entendu trouver un accord avec l'Allemagne, parce que l'Allemagne doit aussi résoudre ses contradictions. Voilà, et pour lire toutes ces continuités dans l'histoire, c'est à découvrir dans votre livre, Jean-Pierre Chevènement, 1914-2014, l'Europe sortie de l'histoire, point d'interrogation. Merci d'avoir été notre invité. Merci Stéphane Rosès et Jean-Louis Gombault. À présent, on va finir en légèreté, si vous le voulez bien. Ce journal, comme tous les jeudis, c'est la semaine d'actu croquée par notre dessinateur Hervé Baudry et tout y passe. Regardez. Voilà pour cette semaine en dessin. On arrive à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, à suivre, c'est le dernier débat des primaires socialistes à Marseille entre Samia Ghali et Patrick Mennucci. Je vous souhaite une belle soirée. À lundi, avec plaisir, bien sûr. C'est vrai qu'il a